Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses des marchés. La bataille juridique fait rage. D'un côté, le droit anglo-saxon, de l'autre, le droit civil issu essentiellement de la tradition romaine, donc de l'Europe continentale. Le premier ne cesse de grignoter des parts de marché au second. Chaque année, dans son classement Doing Business, la Banque mondiale vante les qualités et les mérites du droit anglo-saxon. Il serait, dit-elle, plus adapté au business. Alors forcément, les défenseurs du droit civil n'apprécient pas cette manière à peine voilée de faire la promotion de la common law. Ils évoquent une opération d'influence internationale au profit des anglo-saxons. Nos correspondants à Washington ont voulu en savoir plus sur ce rapport de la Banque mondiale qui classe les pays selon la facilité à faire des affaires. Un reportage signé Stanislas de Saint-Hippolyte et Philippe Krauter. Voici le Code civil et voici la jurisprudence qui constitue le common law, des milliers de pages à connaître. Après une première carrière juridique en France, Yann Miorini est désormais avocate aux États-Unis. Elle connaît les avantages respectifs de chacun des systèmes. Le droit civil est basé sur le code, beaucoup plus que sur la jurisprudence des tribunaux. Quand on a une question juridique, on peut aller directement au code et effectivement trouver une solution assez rapide. Mais le système anglo-saxon est plus flexible, si bien que la Banque mondiale, dans les premières éditions de son fameux rapport Doing Business, expliquait que les pays de common law étaient plus propices aux affaires. Un classement critiqué, aujourd'hui la Banque mondiale minimise. C'est probablement une idée fausse parce que si on regarde sujet par sujet, si vous regardez par exemple les bons résultats pour la création d'entreprises, la France est l'une des meilleures. Quand vous prenez les 20 meilleurs du classement Doing Business, le classement mondial, on a le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Géorgie, ce sont des purs pays de droit civil. La vraie différence que je verrais, c'est que les pays qui ne se réforment pas, qui n'améliorent pas l'environnement de leurs entreprises seront toujours derrière. Reste que le common law offre beaucoup de souplesse, tout peut être inscrit dans un contrat, comme l'illustre cet exemple. McDonald's avait eu un contrat où les employés n'allaient être payés que pour les heures où il y avait des clients qui venaient. Bon, ça a été cassé. Mais toujours est-il qu'on a quand même eu pendant quelques temps ce genre de contrat qui était possible. C'est quelque chose dans un état de code civil qui n'aurait pas été possible. Dernière différence notable entre les systèmes, en droit civil, le législateur est au centre, en common law, les avocats sont tout puissants. Bien, avec moi sur ce plateau, Claude Revel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une grande spécialiste des questions d'intelligence économique. Vous avez rédigé un certain nombre de rapports dès 2010 sur cette question de l'affrontement entre différents droits. Et aujourd'hui, vous avez été nommé délégué interministériel à l'intelligence économique. Mais notre invitation date d'il y a 2 mois. Donc, je vous invite en tant que spécialiste de ces questions-là, de friction de ces droits. Alors, d'après vous, quels sont les véritables enjeux de cet affrontement des droits ? Mais les véritables enjeux sont d'une part la compétition commerciale, puisque quand une entreprise va sur un marché, eh bien, la règle du jeu, c'est le droit. Et si ce droit, elle le connaît bien, ben, elle est favorisée. Deuxièmement, le droit lui-même est devenu une compétition commerciale, devenu un produit, il y a des normes se vendent. Voilà. Troisièmement, les cadres institutionnels des États sont en concurrence. Et quatrièmement, il y a une compétition derrière les droits, une compétition des modèles, des valeurs, des approches intellectuelles. Alors, ce que je voudrais vous montrer là, Claude Revel, c'est une carte du monde entier où on voit à peu près où sont les droits dans les différentes régions du monde. Et regardez, dans cette carte, avec le orange pour le droit civil, avec le violet pour le droit anglo-saxon, on a plutôt l'impression que ce qui domine, c'est le droit civil, quoi. Oui. Mais vous avez raison. Et le droit civil domine à peu près dans 60% des pays sont en droit civil, mais pour les relations privées, le droit de la famille, le droit des relations personnelles, si vous voulez. Alors que dans le business, c'est le droit de la common law, le droit anglo-saxon, qui représente à peu près entre 70 et 75% des transactions et des normes. Alors, donc là, ce serait inversé sur notre carte.
avec Exactement. le business. En fait, si vous voulez, le droit est quand même plus utilisé pour si on voit le monde entier, il est plus utilisé de manière privée, mais dans le business, c'est l'inverse. Alors, d'après vous, le classement d'une business qui existe depuis un certain nombre d'années, qui est fait par la Banque mondiale pour savoir là, dans quel pays où on peut le mieux faire des affaires, le dernier montre la France classé 34e, c'est dur, parce que surtout derrière des pays, on est plutôt étonné, derrière des pays comme la Géorgie, la Malaisie, la Thaïlande, l'Estonie et l'Arabie Saoudite. Et encore, lors du premier rapport en 2004, la France était 44e. Et bien ça s'explique par le choix des critères du classement. Vous savez, un classement, c'est jamais que des critères. Bon. Et ce sont des critères qui favorisent la rapidité et qui sont assez techniques, en fait. En combien de temps on peut avoir un permis, en combien de temps on peut avoir un crédit. Alors, ces critères sont bons, hein, on ne les met pas du tout en cause. Hein. Simplement, disons qu'il y a relativement peu de critères de plus long terme sur, par exemple, la qualité des relations sociales, sur plus de corporate governance, même si c'est d'origine anglo-saxonne, mais quand même, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Et puis, tout ce qui est aussi un peu anticorruption, responsabilité sociale, ça, on ne les voit pas trop, ces critères-là, alors qu'ils sont quand même très importants quand on fait du business. Donc, classement un peu biaisé par le simple fait de choisir un certain nombre de critères. Exactement. Alors, on est allé interroger quand même le président de l'Association française des juristes d'entreprise, qui s'appelle M. Delannoy. Je lui ai demandé, alors, pourquoi il y a de plus en plus de common law. J'étais un peu surpris par sa réponse, vous allez l'écouter. Vous avez également d'autres éléments qui viennent influencer le choix des droits. Il y en a qui sont vraiment très psychologiques et qu'on remarque chez nous, juristes d'entreprise, et notamment juristes d'entreprise de français de la vieux, que ce soit en exerçant en France ou à l'étranger d'ailleurs, c'est qu'il y a eu une sorte de mode à prendre le droit, par exemple américain ou anglais, parce que c'était le droit des affaires, l'anglais étant la langue des affaires, les États-Unis étant un pays très important, très dominant en fait, on va dire, en matière de business, aussi bien dans la culture économique que dans les écoles de commerce. Alors, la mode. Oui. C'est surprenant quand même d'entendre. Non, moi, ça ne me surprend pas trop, parce qu'effectivement, la mode va se nicher quelquefois. D'accord. Là, on ne l'imagine pas, parce qu'effectivement, il y a une espèce de mythe de modernité anglo-saxon, pour les raisons qu'a dit monsieur d'ailleurs. Et qui touche les élites françaises. Et je crois que c'est tout simplement parce que ce droit est lié à la vision, disons, libérale, free market, etc., qui s'est répandue dans le monde et qui est celle qu'on vit quand même depuis 40 ou 50 ans. Et je pense qu'avec la crise économique actuelle, elle est un peu battue en brèche. Et c'est pour ça que je pense qu'on redécouvrira les joies et les charmes de droit, disons, qui sont plus sur le long terme comme le nôtre. Alors vous, à travers vos rapports, vos écrits sur cette question, vous avez alerté dès juillet 2010. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui? Alors il y a eu une prise de conscience brutale quand le premier rapport est sorti. Et les Français ont été surpris. C'est d'ailleurs curieux parce qu'on aurait dû anticiper, mais enfin bon, voilà. Deuxièmement, une fois qu'ils ont été surpris, ils ont été un peu furieux et la prise de conscience a été de se battre contre les critères de la banque. Alors je considère qu'il ne faut pas se battre contre ces critères. Ils sont bien, ces critères. Ils sont simplement incomplets et il faut leur donner une vision, disons, complémentaire dans ce classement, voilà, ou alors en faire d'autres. Alors, il y a eu des réactions, notamment la création de la Fondation pour le droit continental, qui était une réaction par rapport à ça. On va écouter, si vous êtes d'accord, le directeur général, qui s'appelle Patrick Papazian, qui va nous dire qu'en gros, la France a loupé le tournant de la chute du mur de Berlin pour faire en sorte que les pays de l'Est aient le civil law, et on va voir pourquoi. Il y a eu, parce qu'il y a une initiative forte, notamment des États-Unis, un mouvement très très fort vers la common law. Et on a eu, par exemple, après la chute du mur de Berlin, un investissement très très fort, notamment à travers l'American Bar Association, en Europe de l'Est, avec toute une série finalement d'accompagnement dans ces pays dans leurs réformes. On s'aperçoit finalement 20 ans après que cette tendance, elle peut avoir ses limites. Et notamment, on a énormément de retours des pays d'Europe de l'Est qui souhaitent finalement revenir vers leur système juridique naturel, parce qu'il y a un lien consubstantiel entre culture nationale et droit qui est appliqué. Alors, Claude Revel, on a loupé ce tournant, même s'il y a peut-être un retour de ces pays-là vers le civil law.
est-ce que d'après vous, on est prêt pour l'autre tournant, celui qui arrive, c'est-à-dire sur les printemps arabes, sur les pays arabes? Est-ce qu'on est présent? Alors déjà, effectivement, monsieur a raison, ce n'est pas par hasard que ces droits ont pris cette importance, ils ont été promus par un effort volontaire. Alors maintenant, est-ce qu'on est prêt à ne pas rater le prochain? On essaie. Je pense qu'on est quand même beaucoup plus conscient qu'il y a quelques années. Maintenant, il nous reste à avoir des actions coordonnées pour effectivement beaucoup plus se coopérer techniquement et juridiquement. Donc vous parlez d'une stratégie avec l'ensemble des partis, l'État et autres partis engagés. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une stratégie coordonnée entre partis et pour être présent là où chacun est le plus utile, mais de manière coordonnée. Il ne s'agit pas de faire de complot du tout, il s'agit simplement de s'organiser pour, comme font nos amis anglo-saxons, ils ont bien raison, pour promouvoir leur manière de faire, leurs pratiques et leurs droits. La fondation, c'est une bonne idée et ça peut aller dans ce sens-là? C'est une bonne idée, la fondation. Il faut qu'elle arrive peut-être à se faire reconnaître comme un élément coordonnateur, et puis il faut que l'ensemble des partis soient prêts à travailler ensemble. L'ensemble des partis, les avocats sont conscients de ça? Les avocats sont en train d'en prendre conscience. Je remarque qu'il y a une action des notaires depuis assez longtemps qui est tout à fait remarquable dans des pays asiatiques, en particulier en Chine d'ailleurs, où on s'exporte notre droit. Donc je crois que la position, ça doit être, on n'est pas du tout anti-droit anglo-saxon, pas du tout. Mais il faut qu'on ait le choix, et il faut qu'il y ait une diversité des droits, et il faut que les éléments qui sont bons dans le nôtre puissent aussi trouver à être utilisés et ne soient pas nécessairement mis au panier comme étant mauvais, si vous voulez. Merci beaucoup, Claude Revel. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous. Au revoir.